Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La Côte d'Ivoire, tout comme la communauté internationale, célèbre aujourd'hui 14 novembre la journée mondiale du diabète, une maladie qui touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Elle est caractérisée par une hausse de la glycémie chronique. La journée mondiale du diabète est l'occasion de faire le point sur les traitements par insuline pour soigner les deux types de la maladie. Cette 23e édition se tient autour du thème Une vie saine et le diabète. On écoute le message du gouvernement à cette occasion. Le diabète est l'augmentation anormale du taux de glucose dans le sang. Appelé le tueur silencieux, le diabète détériore le bon fonctionnement des organes vitaux. Selon des études scientifiques, l'indiscipline alimentaire serait l'une des causes de la maladie. La 23e journée mondiale du diabète met donc l'accent sur les bonnes pratiques alimentaires, d'où le thème Une vie saine et le diabète. Selon les études les plus récentes, 70% de cas de diabète de type 2 peuvent être évités par une alimentation saine et une activité physique régulière. La Côte d'Ivoire compte plus de 450 000 diabétiques. La prise en charge constitue donc une réelle préoccupation pour ces personnes. Plusieurs actions sont donc entreprises dans ce sens par le gouvernement. L'on dénombre de 2012 à ce jour 10 microcliniques et 8 cliniques du diabète. Ces centres de traitement ont permis la prise en charge d'environ 70 000 diabétiques, dont 203 enfants âgés de 5 à 20 ans. L'insuline, qui revenait jusque-là à 16 800 francs CFA le flacon, est aujourd'hui disponible à la pharmacie de la santé publique à 3 700 francs CFA. Le diabète, un véritable problème de santé. La majorité des personnes atteintes ignorent leur état de diabétique. La sensibilisation, une option efficace donc pour mieux informer les populations sur les risques de ce mal. La journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes a été instituée en 2013 par l'ONU à sa 68e Assemblée générale. L'événement vise à sensibiliser sur l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Et selon des chiffres officiels, plus de 700 journalistes ont été tués dans la dernière décennie dans le monde. En Côte d'Ivoire, cette première journée a été célébrée hier au plateau. On en parle avec Roger Appé et Léon Brou. Cette image est celle du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer, disparu en 2004 dans des conditions non encore élucidées. C'est un exemple parmi les 700 cas de crimes contre les journalistes enregistrés la décennie dernière au monde. Au moins 60% de ces crimes, selon l'UNESCO, qui en dénombre déjà 100 pour cette année 2014, n'ont jamais connu de procédure judiciaire. L'institution réclame donc la fin de cette impunité, à la clé le rôle des professionnels de l'information dans la société. La liberté d'expression est un droit fondamental qui est essentiel à la dignité humaine, à l'état des droits et à la bonne gouvernance. Il est plus important que jamais de fournir aux citoyens des informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur vie et leur société. Ce rôle du journaliste pour la ministre de la Communication est bien compris par le chef de l'État et son gouvernement. Afoussiata Bamba Lamine en veut pour preuve l'arrêt des poursuites contre journalistes décrétées par le président Alassane Ouattara et les dispositions en cours pour protéger ces travailleurs du secteur de l'information dans l'exercice de leur métier. Au niveau du ministère de la Communication, avec évidemment l'appui du gouvernement, nous avons mis en place un numéro vert qui permet donc à n'importe quel journaliste qui exerce son métier dans ce pays de pouvoir appeler pour que dès lors qu'il a des difficultés, qu'il se sent persécuté, il puisse actionner ce numéro-là pour signaler effectivement toute tentative contre sa personne et mettre les services sécuritaires en branle pour qu'on puisse l'aider. N'empêche, les journalistes et autres professionnels de la communication s'impose le professionnalisme. Ils espèrent une société civile forte et un appareil judiciaire non corrompu, condition selon eux pour que cessent les atteintes contre journalistes et l'impunité de ces crimes.
La 7e édition du Forum africain des infrastructures s'est ouverte hier à Abidjan. Les experts vont réfléchir 2 jours durant sur la maintenance et la réhabilitation des infrastructures de transport en Afrique. Il s'agira pour les participants de trouver des voies et moyens pour développer les infrastructures de transport sur le continent, notamment les routes. Mahamadou Traoré, Francis Boifou. L'État et le développement des routes en Afrique, sujet évoqué à l'ouverture de ce 7e forum africain sur les infrastructures à Abidjan. Face à la dégradation très avancée des routes, une nouvelle politique d'entretien s'impose selon les experts. Pourquoi la thématique cette fois-ci de l'entretien routier? C'est qu'on s'est rendu compte que effectivement, on parle souvent de développement des infrastructures, mais derrière, on se rend compte que nos infrastructures routières d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, sont en train de se dégrader, on est en train de les perdre, parce que justement, on n'a pas joué ce rôle d'entretenir les routes, d'entretenir le réseau. En Côte d'Ivoire, les besoins en termes de réhabilitation des routes sont énormes et le gouvernement en est conscient. Les besoins pour déjà remettre à niveau les infrastructures de base au moins routières, on parle de 1500 milliards. Et puis maintenant, il faut voir également les ressources nécessaires au développement de ce réseau qui sont encore des montants beaucoup plus importants. Mais à travers justement des instruments comme le fonds d'entretien routier qui aujourd'hui atteint son régime de croisière et donne entièrement satisfaction, à travers de nouveaux instruments tels que les fonds d'infrastructure qui sont en cours de mise en place par le gouvernement, on pense que ces objectifs-là devraient pouvoir être atteints. Pour les experts, l'accent doit être mis sur la qualité des études techniques préalables à la construction des routes. Autre solution, l'expérimentation du contrat par résultat des États africains. C'est un contrat qui enjoint aux entreprises de non seulement construire des routes de bonne qualité, mais aussi de les entretenir. Né en 1927 à Boundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Amadou Kourouma est décédé le 1er décembre 2003 à Lyon, en France. Les restes du célèbre écrivain sont arrivés ce mercredi à Abidjan. Ils seront inhumés aujourd'hui, vendredi 14 novembre, au cimetière de Williamsville. Et c'est ce que nous dit Koné Pagasso. Rue Amadou Kourouma, 1927 et 2003. C'est ce qu'indique cette pancarte située aux 2 plateaux, non loin du domicile du célèbre écrivain Amadou Kourouma. Désormais, cette rue porte le nom Amadou Kourouma, décédé à Lyon, en France, en 2003. Donner le nom de cette rue à Amadou Kourouma, qui y habitait, c'est rappeler son souvenir et de rendre à la postérité pour que les Ivoiriens se souviennent. Veuve Christiane Kourouma, l'épouse d'Amadou Kourouma, se félicite de cette initiative des autorités ivoiriennes. Plus tôt ce matin, à l'école normale supérieure ENS, cet ancien enseignant et ancien membre de l'Académie des sciences, des cultures, des arts d'Afrique et de ses diasporas, ASCAD, est honoré par ses pairs. Une salle de classe lui est désormais dédiée. Consolons-nous, chers parents, chers amis et collègues d'Amadou Kourouma. Notre motif de consolation, c'est Amadou Kourouma lui-même qui nous le donne. Et je cite, « La mort engloutit l'homme, elle n'engloutit pas son nom et sa réputation. » Plus qu'un écrivain, Amadou Kourouma reste et demeure un éveilleur de conscience. Il dira d'ailleurs dans son roman « Les soleils des indépendances » à la page 10, et je cite, « Lorsqu'un Doumbia ou un Kourouma meurt, son homme retourne toujours sur sa terre natale. » Fin de citation. Décédé en terre française, Amadou Kourouma sera inhumé le vendredi sur sa terre natale, la Côte d'Ivoire. À présent, ces informations en bref. La charte de transition a été validée au Burkina Faso. Un consensus a été trouvé hier soir à Ouagadougou après 5 jours de négociations. La charte n'a pas encore été signée. Le document final doit être remis au lieutenant-colonel Zida qui doit désormais rétablir la Constitution pour permettre la signature officielle. Au Libéria, l'état d'urgence a été levé selon la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Il avait été instauré le 6 août dernier pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Le chef de l'État a néanmoins rappelé que le combat contre cette épidémie qui a fait plus de 5000 morts en Afrique de l'Ouest n'était pas terminé. Aux États-Unis, le président Barack Obama a décidé de légaliser plusieurs millions d'étrangers sans papier. Cela en dépit de l'opposition des républicains. 5 millions de sans-papiers vivent sur le sol américain.
On s'intéresse à présent à la situation en Casamance. Des centaines de déplacés issus de cette région du sud du Sénégal en proie à un conflit séparatiste doivent rentrer, mais les ruines restent un obstacle à leur retour. Le village de Baraf, à seulement 2 km à vol d'oiseau de Ziguinchor, était une base avancée du MFDC, le mouvement indépendantiste casamançais. Il a été repris par l'armée en 2010, puis déminé par Handicap International. Aujourd'hui, les populations reviennent au compte-gouttes. Marie Mandé s'est réfugiée pendant plus de 10 ans avec sa famille à Ziguinchor. Elle vient tous les jours à Baraf pour cultiver son champ de manioc, mais elle vit toujours en ville car elle n'a pas les moyens de reconstruire sa maison. Si son champ a été déminé, les alentours ne sont pas sûrs à 100%. Le déminage n'est pas une science exacte, c'est pourquoi on fait souvent des visites post-clearance en anglais, post-déminage, pour vérifier s'il n'y a pas d'autres événements, s'il n'y a pas une erreur dans la délimitation de la zone de travail, et pour continuer à vivre. Un peu plus loin, l'école de Boutout. Le petit Ibrahim, 11 ans, a été blessé dans le champ de son père. Il avait pris une mine pour un couvercle de théière. Plus de peur que de mal, mais cet accident, survenu le 16 août dernier, montre les limites des campagnes de sensibilisation. Alors tu as vu ce qu'il y a derrière? Regarde derrière toi. T'avais pas vu ça? C'est ici qu'Ibrahim a été blessé. Cette route secondaire mène tout droit au maquis du MFDC. Les champs alentours ne sont pas encore totalement déminés car dans ce secteur, toute opération de nettoyage dépend de négociations avec les maquisards. Le danger, c'est que la population, pour des raisons de survie, n'arrive pas toujours à attendre que les négociations aboutissent. Donc, ils vont exploiter à leur risque et péril ce genre de terrain. L'année dernière, le groupe de César Atoud-Badiat avait pris en otage 12 démineurs sud-africains qui s'étaient aventurés vers ses bases. Une équipe de l'AITV l'avait alors rencontré. Depuis, les otages ont été libérés et un accord est intervenu pour permettre le déminage de la route nationale 6 et de quelques routes secondaires. Nous avons interviewé le chef indépendantiste il y a quelques jours. Pour lui, il n'est pas question d'aller plus loin. Le déminage a atteint la ligne rouge. Donc c'est un dossier clos. Parce que le déminage effectif de tout le territoire de la Casamance ne pourra se faire qu'après la guerre. À Baraf, les habitants sont heureux d'avoir pu retrouver leurs champs et leurs maisons, mais les mines restent un obstacle au retour des populations déplacées. À présent, le reste de l'actualité internationale dans le monde en images. Nous commençons par la Birmanie et les États-Unis. Barack Obama en Birmanie pour assister au sommet régional des pays de l'Asie du Sud-Est. C'est la deuxième fois en 2 ans qu'il se rend dans ce pays sorti il y a peu d'une longue dictature militaire. En marge du sommet, le président américain doit rencontrer séparément le chef de l'État réformateur et l'opposante historique Aung San Suu Kyi. L'opposante qui a appelé les États-Unis à plus de vigilance, elle estime que Washington est trop optimiste sur les réformes entreprises par le gouvernement post-junte. La colère en Inde après la mort de 13 femmes lors d'une opération de stérilisation. Ces manifestants réclament la démission du gouverneur et du ministre de la Santé de l'État du Chhattisgarh, là où s'est déroulé le drame. Pour l'heure, seul le chirurgien ayant procédé aux opérations a été arrêté. Il avait stérilisé 80 femmes en 5 heures dans un camp organisé par le gouvernement. Ce drame relance les appels des ONG pour une réforme du planning familial. Suspendu à un fil à 240 mètres de haut. 2 laveurs de carreaux ont eu la peur de leur vie. Ils étaient en train de monter en haut de la nouvelle tour du World Trade Center, la plus haute des États-Unis, reconstruite après les attentats du 11 septembre, lorsqu'un câble de leur nacelle a lâché. Il a fallu plus d'1 heure pour les secourir et c'est finalement à la scie de diamant que les pompiers ont découpé la façade de verre pour atteindre les 2 miraculés.
En football, alors qu'on ne sait pas encore dans quel pays se tiendra la CAN 2015, les éliminatoires de la compétition se poursuivent. Lors de ces 5e journées, la Côte d'Ivoire sera aujourd'hui face à la Sierra Leone au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et battre la Sierra Leone pour la 2e fois sur cette pelouse, c'est le défi que tiennent à relever Hervé Renard et ses poulains. Un regroupement a eu lieu dans cet esprit hier après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.